objectifs rapidement pour introduire le plan de l'exposé. Ce qui nous a participé dans le temps, cette figure de la science en laboratoire, celle qu'on a commencé à connaître aujourd'hui, cette philomine, de voir comment elle a émergé, comment elle s'est construite dans le temps. Et puis, dans un deuxième temps, introduire des éléments de sociologie des pratiques de recherche en laboratoire, représentés principalement par la sociologie de la traduction et essentiellement avec Michel Camus, que vous devez connaître pour bon nombre d'entre vous. Ici, dans ces deux parties, je vais m'appuyer sur deux ouvrages, un petit peu sur le modèle de ce qu'a fait Nathalie tout à l'heure. Un premier ouvrage de Christian Lippkopp sur l'évolution des régimes de preuve. On va remonter au XVIIe, entre le XVIIe et le XXe siècle. Et puis une deuxième étape, la deuxième partie, où je m'appuierai sur les travaux, plus précisément, dont je l'ai dit, de Michel Canon et de ses collègues, et précisément Michel Canon sur la sociologie de la traduction. Alors, pour cette première partie, le premier ouvrage sur lequel je m'appuie, je vous l'ai dit, c'est un ouvrage de Christian Lippkopp, qui s'appelle La formation de la pratique scientifique, alors avec un clin d'œil au ouvrage initial de Bachelard sur la formation de l'esprit scientifique. Ici, ça introduit bien la différence, on s'intéresse à la pratique scientifique, on s'intéresse au travail du chercheur, on s'intéresse au travail de production des connaissances scientifiques. Alors la question de Christian Lippkopp, c'est lui, il s'intéressait plus précisément à ce qu'il faisait dans le récit des scientifiques dès le XVIIe siècle, ceux qui conduisent des expériences scientifiques. Qu'est-ce qui fait la crédibilité, qu'est-ce qui fait la vraisemblance des expériences scientifiques? Qu'est-ce qui fait que tout ça, une expérience, un récit, a l'air vrai? Il s'appuie plus précisément, l'objet sur lequel il travaille, donc il travaille sur de l'écrit, sur le mémoire de l'Académie royale des sciences, entre les XVIIe et les XVIIIe siècles, en montant au début du XIXe. Et il s'intéresse en particulier à une discipline, ce qu'on appelle à l'époque les philosophes naturels, en gros qui sont les premiers physiciens, et qu'on nommait donc les philosophes naturels à l'époque. Alors le premier régime de production des connaissances, d'administration de la preuve qu'il identifie, il le nomme le régime de la curiosité. La façon dont le récit se construit, c'est essentiellement sur la base d'un témoignage visuel. Vous avez quelqu'un qui conduit une expérience, un savant, qui engage sa personne dans le récit qu'il fait et son observation. D'ailleurs, il décrit des structures de récit, il travaille vraiment sur la forme du récit, sur ce qui est structure. En général, je fis telle chose et je vis telle chose. Je vais observer telle chose, on mobilise les sens, on mobilise la vue et je vois ce qui s'est passé. Alors le plus souvent, on s'intéresse à des faits étonnants, des faits surprenants, des faits singuliers, d'où ce régime de la curiosité. On s'intéresse à des faits curieux. Alors ici, je vous en donne un exemple. Il reprend une expérience de Dufay en 1733. Vraiment une belle chose, hein, c'est du vieux français, c'est sympa en plus. Donc il raconte. Mais ce qui me déconcerta prodigieusement fut l'expérience suivante. Ayant élevé en l'air une feuille d'or par le moyen du tube, j'en approchai un morceau de gomme copal frotté, et rendu électrique, la feuille fut s'y appliquée sur le champ et y demeura. J'avoue que je m'attendais à un effet tout contraire, parce que selon mon raisonnement, le copoil qui étoite électrique devra repousser la feuille qui l'étoite aussi. Donc, il est surpris par un fait étrange, un fait curieux, un fait surprenant. Alors, ce qui fait cette preuve-là, en grande partie, au-delà de cette structure du récit, c'est le fait qu'on conduit l'expérience, ce qui fait sa validité devant des gens prestigieux. Précisément, ces expériences-là sont conduites en général devant la cour, devant le roi, devant des aristocrates, devant la noblesse, et c'est ces gens réputés qui ont vu l'expérience qu'on a produite devant eux, le fait qu'ils l'aient vu, le fait qu'ils y croient, c'est ce qui fait le gage de sa validité. Avec justement l'expérience qui est conduite, cette fois vraiment véritablement en plein air, elle est conduite au château, elle est conduite dans la cour du roi, l'expérience est conduite comme une pièce de théâtre. Le deuxième régime qu'il identifie, qui commence à la fin du XVIIe, c'est ce qu'il appelle le régime de l'utilité. Alors on va voir à la fin pourquoi il appelle l'utilité. Ici, la structure du récit évolue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se base vraiment sur ça. On travaille sur l'écrit, la façon dont on raconte ça. On observe un détachement progressif dans le récit de celui qui conduit l'expérience. C'est plus je fis et je vis, c'est plus mes sens personnels, c'est je fis et il se produisit. Il y a une certaine distance. Et on passe là la description de ce qui est moins des phénomènes rares que des phénomènes stables. Ce qui intéresse, c'est plutôt de démontrer un fait unique et un fait surprenant, un fait bizarre, que de montrer quelque chose de stable. C'est ça qui commence à faire le gage de la vérité. La répétition devient garant de crédibilité, ce qui fait que l'expérience devient crédible, c'est le fait qu'on arrive à la produire dans différents endroits, non plus simplement le gage de grade social des gens qui l'observent, le fait qu'on puisse délocaliser ces épreuves, qu'on puisse les transporter d'un point A à un point B. Et puis un point très important, c'est l'émergence des instruments.
Ce qui fait qu'on arrive à déplacer une expérience d'un point à un autre, c'est qu'on a des étalons, on a des instruments de mesure communs qui permettent de mettre en équivalence les différentes observations de chaque côté. À partir de là, on essaie de dégager des grands principes, des lois, qui n'était pas le cas du premier régime, on était juste dans le fait surprenant. Et cette importance de la réplicabilité qui amène à ce pourquoi il a appelé le régime de l'utilité, où à cette époque-là, on commence à s'intéresser justement à ce que les scientifiques peuvent montrer, à ce qu'ils peuvent prouver, à ce qu'ils peuvent démontrer, notamment pour favoriser leur usage, la réplicabilité des expériences, pour favoriser leur usage par des industriels, par des particuliers, des entrepreneurs. Il s'agit de rendre ces expériences et les connaissances qui sont produites utiles pour la société ou pour l'activité économique. Le troisième régime, c'est celui qu'il appelle le régime de l'exactitude. Ici, le lien au nom qu'il a donné est un peu plus évident. On est dans un régime où la mesure et les équipements sont de plus en plus précis. Ce qui fait la preuve, ce qui fait la vérité, c'est le fait qu'on arrive à, de plus en plus précisément, à élaborer des données de plus en plus fines, de plus en plus exactes sur les faits que l'on observe. On est de plus en plus loin du premier régime. Avec le développement d'une certaine phobie des interférences et un développement du confinement. Il s'agit de se protéger de toutes les interférences extérieures, de celles qui peuvent brouiller les données. Toute chose devant être égale par ailleurs quand on fait varier un facteur. Interférence aussi vis-à-vis des non-chercheurs. On se regroupe dans des communautés de spécialistes, on se retrouve dans des communautés de gens autorisés, avec des barrières à l'entrée, il faut avoir des doctorats, il faut avoir des diplômes pour être un professionnel de la recherche, avec un aboutissement, avec ce qu'on appelle, ce que Michel Callon a appelé le modèle du confinement, ou en tout cas le grand enfermement des activités scientifiques dans les laboratoires. Ici quelques images pour illustrer ce grand enfermement. Plus du tout à la cour du roi. Vous voyez l'histoire des sacs blanches, il s'agit de se protéger de toutes les infimes poussières qui peuvent venir brouiller les mesures. Et puis d'autres formes de confinement, on va soit s'enterrer sous terre, encore une fois diminuer les signaux parasites, les minimiser, ou alors on va se mettre tout en haut des montagnes pour observer le plus près possible du ciel, avec le ciel le plus pur et avoir aucune pollution lumineuse qui nous permette d'avoir encore une fois les données les plus fines possibles. On a certains. De Michel Callon, et Yannick Barthes, et puis un deuxième bouquin qui fait une synthèse édité par l'École des Mines de tout ce qui a été conduit par le Centre de sociologie de l'innovation à l'École des Mines depuis une trentaine d'années sur ces travaux, principalement par Michel Callon, Bruno Latour et Madame Lich. Alors, toute cette approche-là, on la désigne de manière générale, et les travaux de Christian Licoppe rentrent vraiment là-dedans, nouvelle sociologie des sciences et techniques. Les travaux de Christian Licoppe, des travaux d'histoire, mais véritablement, ça s'inscrit dans cette tradition-là, où il s'agit, le point de départ, de considérer les sciences et la production de connaissances comme une activité sociale comme une autre, mais véritablement comme une activité sociale. C'est un travail. Le but du jeu dans cette histoire, c'est de produire une sociologie du travail scientifique. Comme on ferait une sociologie du travail de l'agriculteur, on étudierait les pratiques de l'agriculteur. Ici, on étudie les pratiques du chercheur. On fait de l'ethnographie, on est dans le laboratoire, on observe ce que fait un chercheur, ce que c'est que son activité, ce à quoi il est en prise dans son travail de production de connaissances. Le boulot du chercheur, c'est de produire des connaissances. En milieu confiné, donc. Et alors, pour décrire ce travail de production des connaissances, Michel Callon identifie 3 traductions qui sont. Alors, je vous invite en particulier à regarder le bouquin Agir dans un monde incertain, où c'est écrit de manière extrêmement ludique, vraiment la vulgarisation, c'est super accessible. 3 traductions que je vous propose d'examiner ici. La première traduction, c'est celle qu'il appelle, qui permet le passage du macrocosme au microcosme. Le macrocosme, c'est le monde réel, le grand monde, comme ça a été évoqué tout à l'heure, le laboratoire étant le microcosme. Pour travailler en laboratoire, conduire des recherches en laboratoire, on va faire une première réduction, une première traduction qui va permettre de simplifier, transformer ce grand monde complexe, plein de parasites et compagnie, plein d'une grande diversité d'individus, d'une grande hétérogénéité, pour le réduire, afin de le manipuler en laboratoire. Tout en gardant un objectif de représentativité. Ce que je vais étudier, l'individu sur lequel je vais travailler dans ma station expérimentale dans mon laboratoire, devra bien entendu, au gré de cette première traduction, rester représentatif de l'ensemble des foules du grand monde et du monde extérieur. Alors, dans l'ouvrage, Michel Callon fait notamment référence à un terrain de recherche qu'ils avaient conduit sur les relations d'associations de malades, de maladies génétiques rares, et les laboratoires de recherche, principalement en génétique. Alors ici, je vous lis un extrait, pour traduire cette idée de comment la
réduit la foule des malades à quelques éléments dans lesquels on travaille en laboratoire. Alors, sans le méticuleux recensement des familles comportant un enfant atteint d'amyotrophie spinale, recensement qui a mobilisé une myriade de médecins généralistes pas trop sûrs de leur diagnostic. On parle de maladie au départ, on ne sait pas grand-chose, mais on parle de diagnostic très fin. Donc de généralistes pas trop sûrs de leur diagnostic, mais également et surtout des parents bénévoles regroupés autour de l'Association française contre la myopathie, sans la collecte systématique de cellules et leur entreposage dans des banques, sans l'extraction de l'ADN et son analyse, il eût été impossible de fixer l'origine de la maladie, d'identifier le gène responsable et de conclure par ce simple énoncé: l'amyotrophie spinale infantile est due à une modification du gène SMN. Donc, vous voyez, réduit en nombre. Pour travailler à la fin, le problème ne devient plus toute cette foule de malades, mais le problème, on a réduit ça à un gène, on identifie. C'est sur ça qu'on va travailler. Alors la question, c'est comment, après, au laboratoire, une fois qu'on a fait cette réduction, sur quoi on travaille et comment on y travaille. C'est ce qu'il appelle la traduction 2, où il identifie et pointe en particulier ce qui constitue le collectif de recherche au laboratoire. Notre environnement de travail, ceux avec quoi on travaille, ceux avec qui on travaille, c'est ce qu'il appelle le collectif de recherche. En partant du point de départ que s'intéresse au travail de production des connaissances, qui sous-entend que les données ne sont pas données. Il faut les produire, il faut les faire arriver, il faut les amener à exister. Elles sont produites et elles prennent surtout, et ça c'est essentiel dans ce travail-là, elles prennent la forme d'inscription. Le scientifique au laboratoire travaille sur des inscriptions, travaille sur des graphes, travaille sur des tableaux, travaille sur des cartes. Ça peut marcher sur toutes les disciplines, ça peut aussi marcher pour les sciences sociales, où on fait de la retranscription d'entretien. On a bien cette histoire de script, d'inscription, on travaille toujours sur de l'écrit, sur de la production visuelle, des artefacts visuels. C'est sur ça qu'on s'appuie. On s'appuie sur des spectres, sur des cahiers de laboratoire, sur des trajectoires de particules, on produit des représentations graphiques de certaines plantes. Le travail du laboratoire, c'est un travail de production graphique et d'interprétation graphique. Principalement, c'est le cœur de l'activité du scientifique, les choses matérielles avec lesquelles il est aux prises. Donc des inscriptions, et ce qu'il montre en travaillant au laboratoire, c'est que finalement les chercheurs travaillent sur des traces. Et ils essayent d'en produire des interprétations de ces traces. Une trace, c'est finalement une signature qu'il faut déchiffrer, il faut faire parler. Une fois que vous avez un programme, que vous avez un graphique, que vous avez des évolutions, bien, mais il faut l'interpréter. Il faut arriver à débusquer ce qu'il y a derrière, il faut le faire parler. Alors, je continue sur l'exemple des maladies rares. On repart de la foule insaisissable. On avait des malades insaisissables, éparpillés, qui ne se connaissaient pas et qui n'avaient rien en commun. Les quelques médecins ayant le courage de s'occuper d'eux ne faisant qu'accumuler des observations décousues. On a maintenant fourni par la machine une longue série de lettres alignées sur une feuille en papier. En rouge figurent les altérations qui expliquent la maladie et transforment des histoires individuelles en destins partagés par des enfants dont le mal tient en ces quelques altérations. Si le laboratoire confiné est efficace, c'est parce qu'en même temps, il traduit le monde, il réussit un renversement spectaculaire et une inversion qui transforme des foules brouillantes et dispersées en ces traces qu'un seul coup d'œil embrasse. C'est bien écrit, c'est ça, je te dis. Et donc c'est bien ça, on avait une grande foule qui se retrouve ici réduite sur une petite représentation d'ADN, on arrive à repérer, identifier les gènes qui étaient altérés et qui étaient responsables de la maladie. Il s'agit de produire cette chaîne d'équivalence, montrer qu'on est parti du point A, de la foule, à ce point B. Et bien montrer qu'il y a toujours une représentativité. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant dans le travail du chercheur, c'est que cette représentativité, on passe notre temps à la bétonner en fait, puisque nous-mêmes, on est tous sous l'observation de nos pairs en permanence. Quand on envoie un article, on passe notre temps à essayer de justifier, à montrer la solidité de nos dispositifs, puisque nos chers collègues sont justement en train de les relire, de les évaluer, avec un œil toujours bienveillant, on n'en doute pas, mais notamment pour démonter l'argumentation. On cherche la faille. D'où tout l'intérêt, encore une fois, de renforcer cette démonstration, de montrer cette fidélité des données qui sont produites par rapport à une évidence, à un problème de départ, et de montrer qu'on l'a fait dans les règles de l'art. Alors ce travail, je vous le disais au départ, ça passe par la définition d'un collectif de recherche dans lequel les compétences sont distribuées. Alors un des apports de cette sociologie-là, c'est notamment un des termes qui est devenu largement diffusé, le terme de sociotechnique, cette idée que ce travail de laboratoire est à la fois fait d'humains et de non-humains. C'est-à-dire que c'est aussi important le collègue avec lequel on va interagir, que la drosophile ou la vache sur laquelle on va faire des expérimentations, que tout l'équipement sur lequel
lequel on va travailler, c'est tout ce collectif-là, socio-technique, fait d'hommes, de machines, d'humains et non humains, comme il le dit eux-mêmes, de tours de main, de bricolage, qui fait, dans le travail, qu'on va produire justement les connaissances. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ces tours de main, tous ces bricolages qui sont assez importants, ce qui montre, il y a tout un ensemble, un champ de travaux assez important qui s'est fait là-dessus, sur le bricolage instrumental de matériel de labo. Ça ne ressort jamais dans les matériels et méthodes des articles. Évidemment, on ne le met jamais en évidence. On ne dit jamais qu'on a changé tel vis pour tel autre, qu'on a bricolé tel truc avec un scotch, ou que dans un entretien, pour arriver à tirer les verres du nez à un agriculteur qu'on est venu enquêter, on a telle technique pour le relancer, on a telle chose. Tout ça, on ne le dit pas. C'est tout le back-office de la production des connaissances scientifiques, mais en tout cas, c'est ce que lui met en évidence. Ce collectif est aussi fait de savoir-faire locaux, de savoir-faire pratique du chercheur pour arriver à cette production des connaissances scientifiques. Finalement, ce qu'il conclut, c'est que la recherche scientifique, c'est de la cuisine, ni plus ni moins, on bricole avec tout un tas d'instruments, on a des petites pâtes, on a des recettes qu'on veut bien donner aux collègues, d'autres qu'on ne veut pas donner, des choses qu'on montre, des choses qu'on ne veut pas montrer. Il y a un troisième temps de traduction, le dernier, qui est celui du retour au macrocosme. On est dans notre laboratoire, produit donné, et on a des connaissances scientifiques. Seulement, encore une fois, ce qui est vrai au laboratoire, ce qui a été montré au laboratoire, ce que j'ai démontré, doit l'être aussi en dehors. On a opéré une première réduction au départ, il s'agit ensuite de démontrer que ce que j'ai montré dans mon labo est bien valable en dehors du laboratoire, est bien valable partout. Que les porte-paroles que j'ai choisis au départ sont bons, sont représentatifs de l'ensemble de la population, et donc que ce microcosme reste représentatif du grand monde et du macrocosme. Alors ce qu'il permet, évidemment, on le retrouve dès le passage du régime de la curiosité au régime de l'utilité chez Lecoq, c'est évidemment des instruments comparables, du matériel comparable. On arrive à mettre en équivalence, on arrive à créer des continuités parce qu'on travaille tous avec les mêmes étalons de mesure, on travaille tous plus ou moins avec le même type de matériel, qui fait que tout cela crée des continuités. Si demain on se met tous à travailler avec des choses complètement différentes et qu'il n'y a aucun étalon, il n'y a aucune métrique, on va avoir beaucoup de mal justement à opérer cette montée en généralité et à rendre crédible ce qui est montré dans le laboratoire en dehors. Ce qui n'empêche pas tout un tas de problèmes. Les éléments sur lesquels on peut travailler, les objets sur lesquels on peut travailler, peuvent parfois être tellement confinés depuis tellement longtemps qu'ils en deviennent eux-mêmes plus véritablement des porte-paroles représentatifs du reste du monde. Michel Calon, dans le bouquin, prend l'exemple de la zoophile, où espèce par excellence qu'on a domestiquée, sur laquelle on travaille et qu'on reproduit, qui n'a plus rien à voir, au bout d'un moment, avec certaines espèces de prosophiles qui existent dans le monde sauvage. On peut aussi l'appliquer à tout un tas de choses en agriculture, où je pense que ça a dû arriver au moins assez couramment, de travailler sur telle espèce, telle variété de blé en station, et qui finalement produit tel type de résultat. Or, ça n'a absolument rien à voir avec l'agriculteur qui vous dit qu'il travaille sur des variétés anciennes. Ce que vous avez montré sur ce blé, cette variété qui est censée être un porte-parole de l'ensemble des variétés qu'on a diffusées depuis 50 ans, n'a plus rien à voir avec celles que les agriculteurs revendiquent d'utiliser, qui veulent travailler. Avec tout un ensemble d'aspects identitaires derrière. Mais cette fidélité du porte-parole, ici, ne marche plus. Vous voyez un petit peu le genre de conflit où on peut arriver derrière. Et finalement, ce qui est aussi déterminant dans cette étape, dans ce retour au macrocosme, c'est la question de l'intéressement. C'est-à-dire un intéressement qu'on a réalisé dès le départ, où il a fallu intéresser des porte-paroles, il a fallu intéresser des gens à l'utilité des recherches qu'on faisait. Ça, c'est un point que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, mais on est bien dans le régime de l'utilité, où il faut financer ses travaux, il faut en démontrer l'utilité, il faut en démontrer la pertinence pour résoudre des problèmes. Et un des éléments qui permet cette continuité, c'est ce que tu l'as évoqué tout à l'heure, Laurent a évoqué tout à l'heure, c'est la laboratorisation du monde. Un terme un peu compliqué, on peut trouver un synonyme assez simple avec l'idée de paquet technique, c'est-à-dire que pour que votre nouvelle variété que vous avez mise en point en station, en laboratoire, soit exportable dans le grand monde, ça ne se fait que si dans le grand monde, vous exportez aussi tout l'ensemble des paramètres que vous avez utilisés en laboratoire pour faire que cette semence, cette variété était performante. C'est-à-dire vous exportez avec les fertilisants, vous exportez avec les produits phytosanitaires, vous exportez avec le matériel agricole nécessaire pour que cette innovation puisse exprimer tout son potentiel. Dans le bouquin, Michel Calon prend plutôt l'exemple des vaccins avec Pasteur, où c'était une véritable épreuve. Parce que quand vous avez inventé un vaccin et que vous êtes sur le point d'éradiquer une maladie,
vous enlevez quand même le gagne-pain du médecin, vous lui enlevez tous ces malades. Donc il y a un véritable problème. Et donc il a réussi à produire cet intéressement en intéressant les médecins, où eux-mêmes, les médecins, sont tous venus équipés dans leur cabinet et former des espèces de micro-laboratoires. On n'a pas simplement introduit un vaccin, mais on a demandé aux médecins de se former, on a introduit des frigos, on a introduit tout un tas de petits matériels pour permettre justement de répliquer ce qui était faisable en laboratoire, de l'exporter chez des non-scientifiques et que finalement cette innovation et les connaissances qui étaient produites derrière puissent retourner dans le grand monde et montrer leur validité en dehors du laboratoire. Dernier élément de ce point de vue-là, ce qui est important à souligner, c'est qu'on partait d'un microcosme 1, d'un macrocosme 1, réduit en microcosme, et on veut retourner dans un macrocosme. Et si on réussit cette traduction 3, le macrocosme, si on a réussi à introduire cette innovation et les connaissances derrière, n'est plus le même qu'avant. C'est pour ça qu'il parle de macrocosme 2, puisque avec l'introduction de cette innovation, on fait disparaître une maladie, on fait disparaître des variétés anciennes, le monde change quand on produit ça. Ce qui amène, du coup, on va le voir en conclusion, à quelques éléments problématiques. Avec cette idée que, finalement, une portée politique, une portée sociale, une science qui contribue à changer le monde. Alors, séparation, contribue à changer. Alors, trois éléments de conclusion, sur lesquels on reviendra plus tard et puis qui seront développés dans l'exposé suivant par Ici, pour reprendre un peu de distance, on s'intéresse au métier de chercheur, aux pratiques du chercheur, qui est une profession dont l'activité a pour but de produire des connaissances. Quand on parle d'étudier les connaissances scientifiques, on s'intéresse bien à des gens dont c'est le métier. Par exemple, n'est pas le cas de l'agriculteur. Si l'agriculteur va, lui, produire des connaissances, son métier, on ne le paye pas pour produire des connaissances, en l'occurrence. Le cas du chercheur, c'est différent. Peut-être pas uniquement que ça, mais c'est quand même le cœur de son activité. Ici, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai montré finalement comment des gens ont conceptualisé l'activité de production des connaissances en laboratoire, ont conceptualisé le travail scientifique. On fait une anthropologie du travail scientifique. Comme on irait étudier une bande d'indigènes au fin fond d'une forêt, je ne sais où, ici on étudie des scientifiques dans des laboratoires. On a fait donc un effort de théorisation sur les sciences. La question qu'on peut se poser derrière, c'est que peut-être qu'il n'y a pas eu le même effort de théorisation sur les non-scientifiques. En tout cas, la question qu'on va se poser derrière, et que je traiterai en fin de journée, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces concepts sur des connaissances qui ne sont pas scientifiques? C'est intolérable, je donnerai la réponse en fin de journée. Et le dernier point, c'est, là-dessus je reviens sur celui que j'ai introduit à la diapo précédente, cette histoire de portée politique des sciences. C'est-à-dire que si la traduction 3 est réussie, derrière on change le monde. L'écueil qui est derrière, c'est qu'on change le monde, on est amené à changer la destinée des gens, à changer la société en introduisant des innovations, en introduisant des connaissances, mais a priori sans les associer. Autour de cette histoire de confinement, de renfermement du grand monde dans le petit monde du laboratoire, et que ça génère du coup tout un ensemble de controverses. Vous avez tous en tête, controverses sur les innovations technologiques qui sont produites, à la fois par le secteur public et privé, sur les nanotechnologies, sur les pesticides, tout un ensemble des OGM, tout un ensemble d'innovations, autour desquelles finalement le citoyen regrette de ne pas avoir été associé puisque ça ne m'intéresse pas. Et c'est une grande partie du bouquin Agir dans un monde incertain que d'analyser justement ce déplacement des relations entre ce qu'ils appellent les profanes et les savants. Et montrer qu'aujourd'hui, justement, ces rapports se reconfigurent vivement. Et puis le dernier point, c'est pour introduire derrière la présentation d'Aurélie, c'est finalement, est-ce qu'on ne serait pas aujourd'hui dans des modèles de déconfinement, ou est-ce que finalement on a toujours, depuis 50 ans, au moins, ou depuis 100 ans, est-ce qu'on a véritablement toujours été dans un modèle confiné? Quels sont les modèles alternatifs, ou du moins intermédiaires, qui peuvent exister autour de ça? Ce sera les fonctions de la présentation d'Aurélie sur l'expression expérimentale, et d'explorer des modèles semi-confinés. Voilà, c'est terminé.